semble-t-il que nous allons passer à la dernière intervention de cette première partie de colloque. Il s'agit de l'intervention de Michel Geoffroy qui va venir nous présenter son intervention sur la sécession constructive et non pas le survivalisme utopique tel qu'il le décrit. Je l'invite à venir se déplacer sur le pupitre pour faire son intervention. Une intervention qu'il a promis courte et percutante pour vous permettre bien sûr d'aller prendre votre pause ensuite au niveau des stands. Jamais très doué. On m'a demandé en fait de conclure un peu cette première partie des travaux. Et donc, que retenir de cet après-midi de décembre? Je dirais une triple leçon, une leçon de courage, de lucidité et d'espérance. Alors, une leçon de courage d'abord. Quel paradoxe que cette leçon de courage. Comment ne pas se décourager de nos jours, en effet? Comment ne pas être découragé par la réélection d'Emmanuel Macron, le bourgeois immature qui préside au grand effacement de la France? Comment ne pas être découragé par une droite qui préfère manifestement se cantonner dans le rôle d'opposant de Sa Majesté plutôt que de conquérir le pouvoir? Comment n'être pas découragé au spectacle du délitement moral, sécuritaire, économique et social de notre pays, devenu l'homme malade de l'Europe, au spectacle de la vente à la découpe de notre pays? Comment n'être pas découragé devant la soumission de nos concitoyens, hier à la dictature sanitaire, aujourd'hui à la dictature énergétique et demain aux grandes recettes écolo-numériques que l'oligarchie nous a programmées avec la guerre en prime? Eh bien non. L'heure n'est pas au découragement, elle est à la juste colère, elle est à l'action et donc au courage. Le dissident tchèque Václav Havel affirmait en effet, que pour asseoir son pouvoir, toute tyrannie a besoin de démoraliser les hommes, au sens propre, c'est-à-dire de leur ôter tout sens moral, qui suppose justement d'être capable de dépasser son égoïsme personnel, son intérêt personnel, pour se tourner vers les autres, vers la vérité, vers le bien commun. Toute tyrannie a aussi besoin de diffuser la peur pour démoraliser la population. Et c'est d'ailleurs pourquoi on nous bombarde en permanence de périls imaginaires ou dérisoires. Mais il ne faut pas se laisser démoraliser par le système, ces idiots utiles, ces médecins de plateau et ces généraux en retraite. Le désespoir n'a pas de sens au plan historique. Je crois que c'est ce que beaucoup d'intervenants ont montré. L'histoire est beaucoup plus ouverte que ne le prétendent les progressistes. N'oublions donc pas justement la leçon de ceux qui ont vécu sous la domination communiste, notamment en Europe. Même dans la plus implacable des tyrannies, il est toujours possible, au plan personnel, de résister et d'agir. C'est ce qu'ont démontré chacun dans leur domaine cet après-midi, je crois, les différents intervenants. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous disent les écolos? Les écolos nous disent « des petits gestes vont nous permettre quotidiennement de changer le climat ». Eh bien, il faut les prendre au mot. Nous devons, chacun de nous, chaque jour, faire les petits gestes qu'il faut contre le système. On peut toujours faire quelque chose contre le système, et c'est, je crois, la première leçon de ce forum. Ce forum nous donne une leçon de lucidité ensuite. Oui, l'heure n'est pas à l'optimisme, qui n'est que le réconfort des imbéciles. On sait très bien qu'un renouveau politique qui romprait avec le système a peu de chances d'émerger du processus institutionnel actuel qui est verrouillé à tous les niveaux, y compris au celui de l'Union européenne et de l'OTAN. Et aussi parce que une bonne partie du vieux logiciel de droite est désormais obsolète
parce qu'il n'y a plus rien à conserver de nos jours, sinon des ruines. Alors, on peut certes se demander, et on le fait souvent dans nos milieux, combien de pères Hamel, combien de Samuel Paty, combien de Bataclan ou combien de Lola, combien de francocides faudra-t-il pour que notre peuple, sorte de sa torpeur? Eh bien, moi, je pense que c'est prendre la question dans le mauvais sens. Ce n'est pas à nous d'attendre un hypothétique réveil français. C'est au contraire le peuple français, nos frères, qui attendent désespérément de nouvelles élites politiques pour le sauver et le mettre en mouvement. Des élites qui s'ancrent dans la réalité au lieu de la nier, des élites qui agissent au lieu de se défausser sur les Français, sur le Covid ou sur la Russie de leur impéritie, et comme le font les nains pitoyables qui aujourd'hui ne savent plus gouverner sans le recours à McKinsey. Le perdant dit « Que va-t-il se passer ?» Celui qui gagne dit « Que dois-je faire ?» Que doit-on faire? Les élites de demain doivent entreprendre leur longue marche à leur tour. C'est la seconde leçon de cet après-midi. Il faut reconquérir le pouvoir par la base, par la proximité avec notre peuple, qu'il faut aussi enseigner, aller enseigner, et aussi par la proximité avec notre territoire, notre identité, notre culture. Il faut faire tout ça avant d'espérer pouvoir mettre le système à bas. Une leçon d'espérance enfin. Pourquoi espérer? Bien, tout simplement parce que le cycle progressiste qui a été ouvert au XVIIIe siècle est en train de s'achever. Et c'est une bonne nouvelle qui devrait nous réjouir, parce que le système, ce qu'on appelle le système aujourd'hui, incarne le mal au plan métaphysique, comme le progressisme, ce qu'on appelle le progressisme, n'est en fait qu'une régression entreprise cyniquement au nom du progrès, comme en témoigne de nos jours le retour du culte de la terre-mère via l'écologisme, qui est en fait un nouvel avatar de l'hérésie cathare, le matriarcat via le féminisme hystérique, le mythe de l'androgyne avec l'idéologie LGBT, et même nous assistons même au retour de l'iconoclasme au nom du climat. Mais en fait, nous savons que des valeurs qui président au suicide de notre civilisation ne peuvent être vraies. Ce ne sont que des valeurs devenues folles. C'est pourquoi nous assistons à une convergence des crises qui va ébranler le système, qui est en train de l'ébranler, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Le système est ébranlé de l'intérieur, car il allait jusqu'à présent de pair avec l'amélioration de notre situation matérielle à tous. Mais aujourd'hui, cette tendance s'inverse, et l'oligarchie n'a plus à nous proposer qu'un avenir de pénurie, de restrictions, et comme le disait si bien Emmanuel Macron le 24 août dernier, il nous promet la fin de l'abondance, de l'insouciance et des évidences. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, notre pays, aujourd'hui, se tiers-mondise rapidement, alors que les nuages ne cessent de s'accumuler sur l'économie européenne. Mais le système est aussi ébranlé de l'extérieur, car les rapports de force mondiaux sont en train de changer, et changer rapidement. Alors ça ne fait pas la une de BFM TV, mais c'est pourtant une réalité. C'est principalement le fait des BRICS, c'est-à-dire des États civilisationnels, qui remettent en cause ouvertement et de plus en plus fermement la prétention occidentale à dominer le monde, comme on l'a vu d'ailleurs récemment au G20, où l'essentiel des BRICS a rejeté allègrement les motions présentées par notre pauvre président visant à essayer de condamner la Russie. La confrontation, en fait, entre l'Occident décadent et ses nouvelles forces a déjà commencé, y compris sur notre continent. Alors certes, c'est une confrontation qui est dangereuse, qui peut conduire à la destruction de notre civilisation, parce que nous sommes en période de faiblesse. Mais elle peut aussi, et c'est ce que je crois, en tout cas personnellement, elle peut créer une bifurcation favorable de notre histoire pour qui saura la saisir. Nous entrons en fait dans ce que Spengler appelait il y a longtemps les années de décision, les années décisives. Nous vivons le retour de l'histoire. Rappelez-vous, tous ceux qui pensaient avoir aboli l'histoire à leur profit, eh ben non, l'histoire continue et de plus belle. L'heure est donc à l'espérance. Aucun système n'est éternel. Le système progressiste n'échappera pas à la règle. Il a eu un début, il aura une fin. Et donc, comme l'écrivait Hervé Juvin, le mur de l'Ouest finira par tomber un jour.
Il faut donc nous préparer à cette échéance en ayant foi dans notre destinée, en ayant foi en nous-mêmes. Comme le recommande le regretté Jean-Yves Le Gallou, qui est là, dans son dernier manuel de résistance au goulag mental, ne pas plier, ne pas céder, ne pas subir. Voilà le mot d'ordre. L'heure n'est donc ni au désespoir, ni à l'abstention, il est à l'action. Alors, moteur, action.